Charles Spencer pénètre dans le hall d'un musée baigné de lumière bondée d'aristocrates. Pour cette soirée très médiatisée, il porte un smoking impeccable de Savile Row. Dans sa main droite, il tient fièrement un morceau de papier bleu plié. Personne au sein de la famille royale n'a jamais approuvé ce document juridique très précis. Dans un quart d'heure, une opération de relations publiques soigneusement orchestrée s'effondrera complètement en direct à la télévision. Le palais royal lui a, en réalité, offert la tribune pour ce moment crucial. Les fonctionnaires du palais l'avaient invité avec empressement à prendre la parole lors de cet événement royal des plus prestigieux. Ils avaient rédigé un discours courtois et l'avaient projeté sur les écrans lumineux du prompteur. Ils supposaient simplement qu'il se tiendrait à l'estrade en bois pour le lire. Les riches aristocrates suivent généralement un protocole strict lors de ces galas mondains. Ils sourient aux photographes et tiennent des propos on ne peut plus consensuels sur l'unité familiale. Puis ils rentrent discrètement chez eux, laissant le palais puissant remporter la palme. Mais Charles Spencer n'est pas un aristocrate ordinaire, se pliant aux exigences de courtisans. C'est le même homme qui a prononcé le célèbre éloge funèbre à l'abbaye de Westminster. Auparavant, il avait refusé que les courtisans lui dictent la manière dont ses jeunes neveux pouvaient faire leur deuil publiquement. Ces 6 derniers mois, il a travaillé en secret avec des avocats spécialisés dans les trusts londoniens. Ils ont bâti une forteresse juridique impénétrable que même le roi régnant ne peut percer. Il est entré dans ce gala du musée pour déclencher un piège juridique soigneusement tendu. Examinons de plus près comment cette soirée s'est en réalité effondrée à la télévision. Les contradictions narratives ont commencé bien avant que Charles ne franchisse les lourdes portes du musée. Ce matin-là même, des employés du palais ont divulgué à la presse une information hautement stratégique. Le communiqué affirmait que la famille Spencer remettait officiellement les objets les plus personnels de Diana. Ils ont annoncé au monde entier que ces précieux objets historiques rejoindraient définitivement le Crown Trust. Les officiels ont habilement présenté cette remise comme un moment émouvant de réconciliation familiale. Cette stratégie médiatique précise illustre une manœuvre classique de contrôle des relations publiques au sein de la cour. On suscite des attentes publiques extrêmement élevées et on attend que la cible cède. La pression intense force à obéir, car résister donne une image publique très négative. Si Charles avait refusé le transfert, le public l'aurait perçu comme agressif. Les courtisans confiants pensaient qu'il capitulerait simplement sous le feu des projecteurs. Ils ignoraient tout des agissements de Charles et du prince William. Seules ces 2 personnes dans cette immense salle à manger connaissaient le plan juridique en question. Charles et le prince William travaillant en étroite collaboration depuis plusieurs mois. Le calendrier juridique établi prouve qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une décision prise sous le coup de l'émotion. Ils ont passé 6 mois à élaborer ensemble une stratégie de défense juridique totalement secrète. Ils ont dissimulé ce plan complexe au personnel, à leurs amis proches et aux instances du palais. Ils constituaient discrètement ce que les juristes d'élite appellent un trust souverain. Cette structure de fiducie très spécifique échappe totalement au pouvoir légal de la couronne régnante. Le monarque britannique détient un pouvoir juridique immense sur les actifs financiers officiels de la famille royale. Cependant, l'immunité souveraine ne peut s'appliquer à une entité de fiducie privée dûment structurée. Toute cette stratégie de défense reposait en grande partie sur un accord de divorce oublié datant de 1996. Les avocats avisés de Diana avaient discrètement inséré une clause obscure dans ces documents finaux. Ce simple paragraphe oublié a officiellement changé la donne juridique de cette soirée. Cette clause de divorce spécifique protégeait ses biens personnels les plus intimes de toute saisie par la famille royale. Elle stipulait explicitement que ses journaux intimes et ses documents personnels restaient la propriété exclusive
de sa citoyenne. Les avocats du PCO à du palais passèrent de longues semaines à débattre des titres officiels et des précédents royaux. Ils s'inquiétaient sans cesse de savoir si Diana conserverait son titre officiel d'Altesse royale. Pendant ce temps, son équipe juridique glissa un détail crucial dans la version finale du contrat. Les avocats de la couronne débordés se contentèrent de lire le document et passèrent rapidement à l'étape suivante. Ils ont complètement négligé l'outil juridique précis qui aujourd'hui anéantirait leur récit. L'équipe juridique de Diana a orchestré une manœuvre défensive d'une intelligence remarquable contre la couronne. Ils ont réussi à négocier contre des siècles de pratiques royales d'accaparement des richesses extrêmement agressives. Ils étaient loin de se douter que cette obscure clause juridique les hanterait des décennies plus tard. Ce texte de loi oublié est devenu une arme redoutable contre leur version de l'histoire. Charles Spencer car Diana la lui avait révélé directement auparavant. Ils étaient assis ensemble au domaine d'Althorpe un après-midi d'été, il y a de nombreuses années. Elle lui expliqua précisément ce que ses avocats avaient habilement obtenu. Et pourquoi? Elle savait que le palais tenterait un jour de réécrire son histoire. Elle prévoyait qu'ils attendraient que l'indignation publique mondiale s'estompe peu à peu. Diana fit promettre à son jeune frère de protéger à jamais son véritable héritage historique. Charles Spencer est un homme déterminé qui respecte scrupuleusement ses engagements familiaux. Nous retrouvons l'atmosphère tendue qui règne dans la salle à manger, illuminée du musée. La reine Camilla est assise avec aisance au centre de la table d'honneur richement décorée. Pour cette occasion publique si particulière, elle porte les célèbres émeraudes Greyville. Ces pierres étincelantes revêtent une immense valeur historique au sein de la famille royale britannique. Elles ont appartenu à la reine Mary et à la reine mère il y a plusieurs décennies. Camilla les arbore avec fierté, affirmant ainsi son statut de matriarche royale par excellence. Elle est cette femme résiliente qui a survécu à des décennies de scandales publics internationaux. Son équipe de relations publiques a passé des années à adoucir son image pour les audiences télévisuelles. Ils l'ont présentée comme la partenaire discrètement incomprise et farouchement loyale du roi. Ce gala au musée marque l'apogée de cette vaste campagne. Il symbolise l'intégration définitive de l'héritage de Diana dans les archives officielles et sécurisées du palais. La salle à manger est richement décorée de milliers de lys blanches. Ces fleurs les préférées de Diana ne servent pas plus à décorer le fond de la réception. Le symbolisme visuel de la mise en boîte de sa mémoire est palpable ce soir. Camilla sereine discute d'un ton léger avec l'ambassadeur de France. Un écuyer inquiet se penche vers elle, exprimant discrètement sa préoccupation quant au retard de Charles. Camilla balaie l'avertissement d'un sourire détendu. Elle suppose que Charles est simplement nerveux à l'idée de rendre publiquement hommage à son héritage. L'atmosphère qui règne dans la salle est empreinte d'une victoire incontestable pour la couronne royale. Le palais a orchestré chaque détail avec une précision chirurgicale afin de projeter une image d'harmonie absolue et de sérénité familiale. Une lumière chaude et flatteuse baigne les tables, tandis que les invités fortunés dégustent un champagne millésimé d'exception. Le plan de telle place Camilla, entouré de courtisans d'une loyauté sans faille. Des aristocrates et triés sur le volet sont prêts à applaudir au signal des caméras de télévision. La mise en scène envoie un message on ne peut plus clair au monde entier. Ils veulent faire croire à tous que le drame de la famille royale est enfin terminé. La mise en scène suggère fortement que la couronne a triomphé et que la paix est pleinement rétablie ce soir. Mais les productions théâtrales coûteuses ne fonctionnent correctement que si les acteurs engagés lisent le texte. Charles a présenté un récit totalement différent ce soir depuis l'estrade en bois du musée. Il lui a fallu 6 mois d'appels téléphoniques
hautement cryptés pour peaufiner son discours. Les documents ont été signés en toute sécurité, loin de tout informateur indiscret du personnel du palais. La famille royale avait soigneusement préparé un couronnement télévisé qui marquerait le début d'une nouvelle ère historique. William et Charles, quant à eux, ont consacré ces mois à élaborer une stratégie juridique dévastatrice. Le prince William est assis tranquillement à 2 tables de la reine Camilla. Il porte son uniforme de cérémonie de la garde d'honneur avec une immense fierté militaire. Son immobilité absolue, au premier abord, évoque le stoïcisme royal traditionnel. Pourtant, le futur roi est en réalité plongé dans une intense concentration tactique. Il dissimule un smartphone noir crypté profondément dans la veste de son uniforme militaire. Ceci constitue une grave faille de sécurité pour tout événement gala télévisé de la famille royale. Les agents de sécurité confisquent généralement immédiatement tout appareil électronique non autorisé lors de ces galas strictement officiels. Mais William est l'actuel prince de Galles et l'héritier direct du trône. Il possède légalement des codes d'accès d'urgence pour l'ensemble du réseau de diffusion télévisée de la famille royale. Le palais a conçu ce dispositif de sécurité spécifiquement pour les situations de crise majeure en matière de sécurité nationale. Personne ne conteste que le futur roi accède au système de fake numérique qu'il contrôle techniquement et légalement. Guillaume utilise cette autorité suprême pour mener une attaque numérique d'une grande précision. Il ne se contente pas de brouiller le texte du prompteur pendant le discours à venir. Il prend le contrôle total de la retransmission télévisée en direct destinée au monde entier. Charles s'avance lentement vers le podium en bois sous les projecteurs aveuglants d'une scène de musée. Le discours approuvé par le palais s'affiche en lettres lumineuses sur les écrans de verre du prompteur. Il est question du transfert définitif du Spencer Historical Trust directement à la couronne. Charles fixe en silence les bouts numériques factices pendant un bref instant de tension. William glisse la main dans la poche de sa veste et tapote 2 fois l'écran lumineux de son téléphone. Les écrans du prompteur s'éteignent instantanément dans toute l'immense salle à manger. La régie technique souterraine sombre immédiatement dans un chaos indescriptible. Des codes d'erreur rouges clignotent en tête violemment sur tous les moniteurs fonctionnels de la cabine. Les techniciens tentent désespérément de couper la diffusion en direct, suivis par 3 millions de téléspectateurs. Leur clavier se bloque complètement en mode. Se bloque complètement. Et les commandes qu'ils saisissent restent sans effet. William a activé une procédure d'urgence code alpha réservée aux situations critiques de sécurité nationale. Les ingénieurs s'interpellent en voyant clignoter en rouge les alertes de verrouillage du système. Le directeur de la diffusion, paniqué, hurle dans son casque pour demander une réinitialisation générale. Un ingénieur senior voit un système fantôme prendre le contrôle de l'intégralité du flux réseau. Alors que la salle de contrôle est en proie aux flammes, Charles se prépare discrètement à prendre la parole en public. 3 millions de téléspectateurs ignorent tout du piratage technique. Ils voient simplement un homme imperturbable debout et silencieux devant un pupitre en bois nu. Il n'a ni prompteur fonctionnel ni discours préparé à lire. Il déplie simplement un document bleu pâle qu'il sort de la poche de sa veste. Le public preste un événement totalement imprévu et sur le point de se produire. Charles observe les 500 aristocrates et dignitaires royaux visiblement perplexes qui l'attendent. Il ne laisse transparaître ni panique ni hésitation. Le papier bleu pâle arbore fièrement le sceau, imposant de la haute cour de la chancellerie. Ce sceau de cire spécifique revêt une importance capitale dans le droit britannique. La cour de la chancellerie traite avec rigueur les fiducies complexes, les successions historiques et les demandes d'héritage importantes. Un document portant ce sceau signifie qu'il a déjà été approuvé par les plus hautes juridictions. Camilla aperçoit le sceau de cire rouge et son visage devient livide. Elle comprend le caractère définitif de la transaction avant même que Charles n'ouvre la bouche ce soir. Elle sait que tout ce qui est écrit sur ce document
est juridiquement irrévocable. Rien ne peut empêcher un transfert de fiducie légale dûment exécuté par la haute cour. Charlie prend la parole au micro d'une voix étonnamment calme et posée. Il semble empreint d'une profonde mélancolie et de nostalgie, loin de toute colère ou agressivité manifeste. Il évoque la façon dont les survivants fortunés s'efforcent toujours de réécrire l'histoire et de dissimuler les faits les plus dérangeants. Il explique comment les institutions puissantes s'emploient constamment à édulcorer et à dissimuler la douleur publique. Diana n'a pas mené une vie facile et détestait profondément être manipulée. Dans le silence de l'assemblée, il rappelle que sa sœur tenait son journal intime avec une grande sincérité. Elle y a consigné avec une précision remarquable sa profonde souffrance, sa joie brute et ses peurs les plus profondes. Elle mérite que sa voix authentique soit préservée telle qu'elle l'a écrite à l'origine. Charles évoque la promesse solennelle qu'il a faite il y a près de 30 ans. Il affirme être enfin en mesure de la tenir juridiquement. Puis, dans un silence absolu, il lit officiellement la déclaration faite devant le tribunal. Il transfère légalement l'intégralité des archives personnelles de Diana à une autre entité souveraine. Il mentionne notamment ses journaux intimes et manuscrits et des milliers de lettres de correspondance privées. Ces documents ne seront en aucun cas transférés au Crown Trust, contrairement à ce qui était affirmé à tort. Ils appartiennent désormais légalement au fonds privé et totalement indépendant 1997 Heritage Trust. Les exécuteurs testamentaires ne sont ni des courtisans ni des membres du personnel royal. Les seuls exécuteurs testamentaires habilités à gérer ce fonds sont William et Harry. Ils viennent d'autoriser la publication immédiate et intégrale de ces journaux intimes dans le monde entier. L'atmosphère feutrée de la salle à manger vole en éclats. Camilla se recroqueville sur son fauteuil capitonné à la table d'honneur richement décorée. Son bras en mouvement heurte violemment son lourd verre d'eau en cristal par pur accident. L'eau glacée se répand rapidement sur la nappe de damas blanc, telle une tache grandissante. Pas un seul écuyer royal ne se précipite pour lui offrir une serviette sèche. L'assemblée aristocratique, si bien dressée, oublie complètement les règles strictes de l'étiquette. De riches ducs se lèvent de leurs chaises en bois sous le choc spontané de la scène. Les duchesses poussent des exclamations étouffées en scrutant frénétiquement l'immense salle à manger résonnante. En quelques secondes, la presse agressive et déterminée franchit violemment les barrières de sécurité en velours. Les flashs crépitent, tandis que les journalistes hurlent leurs questions désespérées sur le plateau de tournage en bois. William imperturbable, malgré le vacarme assourdissant et les lumières aveuglantes des appareils photo, recule lentement sa lourde chaise et se redresse incroyablement grand ce soir. Il se dirige d'un pas très assuré vers la table d'honneur de Camilla, dévastée et trempée. L'écuyer Arthur se place directement sur son chemin pour l'intercepter physiquement. Guillaume fixe l'homme anxieux droit dans les yeux et prononce 3 mots à voix basse. D'une autorité royale absolue et glaciale, il ordonne à Arthur de se retirer. Il poursuit sa marche d'un pas assuré, sans attendre de réponse. L'écuyer se fige instantanément et s'écarte respectueusement avec une rapidité fulgurante. C'est là toute la puissance brute et terrifiante du futur roi légitime qui impose l'obéissance. Guillaume atteint la table décorée et pose ses 2 mains à plat sur la nappe. Il penche son visage tout près de la reine consort terrifiée. Camilla murmure son nom d'une voix totalement dénuée de toute autorité royale. Lui demande à voix basse ce qu'il vient de faire à toute la famille. William répond qu'il a fait exactement ce que le palais exigeait de lui des années auparavant. Ce soir, il a fermement scellé l'héritage historique complexe de sa véritable famille. Il prend son téléphone noir crypté et tapote frénétiquement l'écran en vert. Il lui montre une confirmation de livraison automatique de 3 grands médias internationaux. L'intégralité des archives historiques de Spencer est décryptée et prête à être publiée. L'embargo médiatique mondial est levé en 60 secondes chrono.
La réaction extrême des journalistes chevronnés présents dans la salle est éloquente. Une correspondante royale expérimentée ouvre le fichier décrypté sur sa tablette numérique lumineuse. Elle laisse tomber l'appareil coûteux sur le sol en marbre du musée. La femme s'effondre à genoux et se met à sangloter bruyamment. Cette journaliste a passé 30 ans à couvrir les scandales impitoyables du palais sans jamais verser une larme en public. Elle lit actuellement une entrée de son journal intime datant de la fin août 1997. Diana y avertissait clairement que des hommes en costume gris finalisaient un plan de relations publiques cruel. Elle imaginait Camilla portant les émeraudes de la couronne et souriant aux caméras de télévision. Diana avait prédit ce scénario précis des décennies avant qu'il ne se produise dans la dure réalité. 3 millions de téléspectateurs assistent ce soir à la disparition définitive de l'illusion soigneusement construite. Le palais a dépensé des millions de livres pour façonner l'image publique de Camilla, lui conférant une grande dignité. Le monde entier découvre en direct et sans phare la vérité qui se cache derrière cette façade incontestable. La situation se complique considérablement pour le personnel de la maison royale, pris de panique. Soudain, le téléphone d'urgence sécurisé de la table d'honneur se met à sonner à un volume assourdissant. Cette ligne rouge est directement reliée à la souveraine britannique. Le roi Charles suit en direct la retransmission catastrophique depuis le palais de Buckingham, lourdement gardé. L'écuyer Arthur, les mains tremblantes d'anxiété, tend la main vers le téléphone. William, bien plus rapide, s'empare du premier du lourd combiné rouge. Il retourne calmement vers le podium, en bois, le téléphone sonnant toujours. Il plaque l'écouteur directement contre le microphone brûlant du plateau. Toute l'audience entend distinctement le roi d'Angleterre parler avec frénésie. Il ordonne sèchement à William de couper immédiatement la retransmission télévisée. Furieux, il avertit son fils de s'arrêter avant qu'il ne détruise toute l'institution. William se dresse imposant sur l'estrade, où son oncle vient de commettre un acte explosif. Il s'adresse directement au micro, répondant publiquement à son père paniqué. Il évoque ce matin glacial de 1997 à Balmoral. Il rappelle au roi régnant l'histoire d'un garçon de 15 ans en costume sombre. Ce jeune garçon a dû ravaler ses larmes et marcher derrière un cercueil de bois. William évoque 3 décennies passées en silence, aux côtés de sa belle-mère controversée, Camilla. Il a protégé une institution exigeante qui ne lui a rien apporté en retour. Il regarde droit dans cette caméra et prononce ses dernières paroles. Il déclare que la couronne régnante ne possède pas l'âme pure et éternelle de sa mère. William annonce la levée définitive de l'embargo médiatique mondial pour tous. Il déclare que le monde entier lira ses paroles sans aucune censure ce soir. Il appuie fermement sur le bouton rouge et raccroche au nez du roi. 3 millions de personnes retiennent leur souffle dans le silence pesant qui suit immédiatement cet acte. La vaste salle à manger explose de bruit assourdissant et de mouvements physiques intenses. Une ovation tonitruante brise à jamais des siècles de protocole royal rigide. Dux ambassadeurs, bénévoles et journalistes se laissent applaudissant à tout. Au cœur même de ce chaos, la reine Camilla était désormais anéantie. Elle pleure en silence, les lourdes émeraudes historiques reposant inconfortablement sur son cou. La version officielle des faits diffusée par le palais ne tient plus la route. Ils ont menti publiquement à la presse, affirmant que la famille Spencer avait tout cédé de son plein gré. Charles Spencer a prouvé de manière irréfutable que les archives étaient déjà placées sous la protection d'un fonds souverain. Le journal de Diana lui-même décrivait avec précision cet événement comme un plan cruel d'effacement. Ce soir, son beau-fils a publiquement mis à mal l'autorité absolue de son mari lors d'une retransmission télévisée mondiale en direct. La machine de communication du palais est totalement impuissante face à cette crise majeure et sans précédent. Les documents privés sont déjà publiés et circulent activement sur Internet à l'échelle mondiale. Le fonds fiduciaire demeure juridiquement souverain et totalement intouchable par les juristes de la couronne, et ce pour toujours. Même le puissant gouvernement britannique ne peut restreindre l'accès du public à ces documents.
Charles Spencer et le prince William ont remporté bien plus qu'une simple victoire médiatique. Ce soir, ils ont fondamentalement bouleversé à jamais la réalité juridique de l'histoire de la famille royale britannique. Le palais a gaspillé 30 longues années à tenter de contrôler l'immense héritage historique de Diana. En une seule soirée sur leur propre scène, ils l'ont perdu définitivement. Le fantôme qu'il s'efforçait d'enfermer avec assurance a tout simplement réduit les archives en cendres. Ce moment précis garantit que la véritable histoire, sans aucune censure, demeure intacte pour tous. Le récit royal soigneusement élaboré s'est effondré sous le poids indéniable de la vérité.